Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce live Facebook euh, à propos de la note de synthèse. Je suis Laurent Malka, je vais vous présenter cet exercice très particulier qu'est la note de synthèse pour le CRFPA, sachant que, sachant que c'est pour la plupart d'entre vous un exercice nouveau. Bien, alors je vais me présenter très rapidement, donc Laurent Malka, j'enseigne cette matière depuis presque 15 ans maintenant, et dans différents concours, comme l'ENM, le CRFPA, et puis après beaucoup de concours de la fonction publique. Donc c'est un exercice qu'on retrouve assez souvent dans les exercices pour vous tester. Alors je vais vous dire pour le CRFPA quelques éléments plus généraux. D'abord, la note de synthèse dans ce contexte du CRFPA national, c'est-à-dire depuis ces 3 dernières années, nous avons une expérience de ce que peut être la note de synthèse pour cette commission qui regroupe l'ensemble des IEJ de France. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Tout d'abord, 3 notes de synthèse, 2017, 2018, 2019, qui ont eu, pour la plupart, des traits communs tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, d'abord, on s'aperçoit que les sujets qui ont été choisis sont des sujets qui touchent aux libertés fondamentales et qui touchent un sujet d'actualité. Alors, si on se remet dans le contexte de 2017, par exemple, eh bien, vous noterez que le sujet était les lanceurs d'alerte et l'argent, et faisait référence à deux lois, la loi Sapin de 2016 et la loi de finances de 2017, qui prévoyaient une potentielle indemnisation des lanceurs d'alerte. Donc, sujet d'actualité, puisque au regard de ces deux lois de 2016-2017, et sujet de liberté, puisque les lanceurs d'alerte fait référence donc à la liberté d'expression. 2018, même expérience. On a une note de synthèse qui touche au consentement et à la protection des données personnelles. Sujet d'actualité puisqu'on était en plein dans l'année du RGPD, donc du Règlement général à la protection des données, première chose. Et bien évidemment, c'est un sujet de liberté, puisque cela fait référence à la vie privée et Internet, la communication électronique, etc. 2019, eh bien, on ne déroge pas à la règle, toujours un sujet de liberté, puisque le sujet c'est l'imprescriptibilité et les droits fondamentaux. Un sujet donc à la fois de liberté et d'actualité. Au passage, concernant ce sujet, il va faire l'objet d'une correction, d'une proposition de correction, par moi-même, dans les prochains jours à venir, que vous aurez l'occasion de consulter, j'imagine, via les différentes plateformes Internet. Bien, alors, une fois que cela est dit, le but de ce live, c'est de vous déstresser et de vous détendre par rapport à cet exercice qui est la note de synthèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent la première fois pour un étudiant en droit qu'il se confronte à cet exercice, à ce travail un peu spécial, à cette épreuve, et il laisse parfois un sentiment de solitude. Alors, moi, mon travail, ici, en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer à quel point ce n'est pas un exercice extrêmement compliqué et que le maîtriser, c'est finalement l'acquisition d'une méthode. Une méthode que je vais ici détailler en 10 points, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais commencer avec un premier point qui concerne les objectifs de la note de synthèse. Alors, ces objectifs, il faut les avoir en tête, parce que réussir une note de synthèse nécessite de savoir pourquoi on fait une note de synthèse, à quoi ça sert. Et alors, nous allons voir que elle permet, cette note de synthèse, pour les correcteurs, d'apprécier les qualités spécifiques d'un candidat. Quelles qualités? Bien, en fait, c'est deux qualités très simples. La première, c'est la compréhension. Et ça, ce n'est pas le problème la plupart du temps. Les étudiants comprennent relativement bien les dossiers. Les sujets sont relativement assez courants dans le droit. Et vous êtes tous en capacité de comprendre ces différents sujets. Donc la compréhension n'est pas un problème. Ce qui est plus problématique, c'est la restitution. Autrement dit, la capacité à reprendre toutes les informations et à les restituer de manière organisée, de manière fluide, dans une note qui a un carcan
vous allez voir, assez modélisé. Donc, c'est ce que le correcteur va rechercher, c'est de savoir si vous avez bien compris le dossier, et cette compréhension, elle sera évaluée, et on verra l'évaluation tout à l'heure, elle sera évaluée dans votre note de synthèse, dont on verra la forme par la suite. Deuxième chose, ce sont vos qualités professionnelles que l'on va envisager. Alors, qualité professionnelle, pourquoi? Parce que la note de synthèse, au-delà de cette évaluation purement académique, de savoir si vous savez comprendre, si vous savez restituer, eh bien, cette note de synthèse permet aussi, dans le milieu professionnel, de communiquer. C'est un exercice de communication. Communiquer, eh bien, entre avocats, vous allez passer donc le CRFPA, vous voulez être avocat, et il se peut que vous fassiez au sein d'un cabinet ce type d'exercice pour pouvoir renseigner un de vos confrères sur un sujet sur lequel il n'est pas nécessairement spécialiste. Donc il va falloir lui donner les grandes lignes de manière assez didactique, assez claire, pour que celui-ci puisse envisager de travailler sur votre travail. Mais enfin, on peut envisager un nombre de situations assez larges. Également, finalement, quand je fais des conclusions, est-ce que je ne fais pas quelque part une note de synthèse? Alors bien évidemment, la neutralité en moins, ça je vous l'accorde. Mais il est question de communiquer vos arguments au magistrat, et pas forcément de manière pléthorique, de manière exhaustive. Si vous argumentez trop, si vos conclusions sont trop lourdes, eh bien, de manière pratique, le magistrat risque de ne pas vous lire. Donc il faut savoir aller à l'essentiel, cibler les informations qui vont faire mouche, pour pouvoir convaincre votre lecteur, donc ici le magistrat. Mais on peut même encore envisager cette situation assez courante finalement, où une personne, un confrère n'a pas le temps de plaider un dossier et il va vous demander de le plaider à sa place. Vous aurez le dossier la veille pour le lendemain, il va falloir donc, mais c'est la même chose que je viens d'expliquer, il va falloir dans un premier temps comprendre le dossier pour pouvoir le lendemain le restituer en audience. Donc, vous voyez un petit peu cet intérêt de la note de synthèse. Et au fond, si vous voulez réussir l'examen, il faut se mettre à la place du correcteur. Et le correcteur se posera qu'une seule question: est-ce que je comprends le dossier par rapport au plan, au plan et à la note qui m'est fournie? Utilité pour l'examen, ce sera mon troisième point. Alors je vous ai inversé, mais bon, vous l'aurez compris. Utilité pour l'examen. Vous allez dire que tous les profs disent à peu près la même chose, mais bon, je ne vais pas déroger à la règle. C'est l'exercice, c'est l'épreuve la plus importante de l'admissibilité. Bon, alors sauf que moi, bien évidemment, je n'ai pas un argument de fond qui serait de dire, comme le professeur de droit des obligations, eh bien, c'est la reine des matières du droit, ce que je concède très volontiers, mais je me fonderais sur un argument totalement objectif, c'est le coefficient qui est affublé à cette épreuve, qui est un coefficient 3. Les autres matières sont un coefficient 2, la note de synthèse est un coefficient 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les autres matières, pas du tout. Ça veut dire que la note de synthèse peut, lorsque vous êtes un étudiant moyen, ou alors lorsque vous dominez deux matières et les autres un peu moins, la note de synthèse peut être l'épreuve qui va faire basculer votre admissibilité. Donc, réussir cette épreuve, c'est un véritable enjeu. Au fond, sur les 4 épreuves d'écrit que vous avez, si vous maîtrisez une épreuve, plus la note de synthèse, eh bien, vous augmentez bien sûr vos chances par rapport aux deux autres matières que vous pourriez maîtriser un peu moins. Par exemple, je ne suis pas très fort en obligations et en procédures administratives contentieuses. Par contre, l'épreuve de droit administratif, je la domine relativement bien. Je peux m'assurer l'admissibilité si en même temps, j'obtiens une bonne note en note de synthèse. Ce coefficient 3 peut faire, encore une fois, pencher la balance. Ensuite, ce qui va être apprécié par votre correcteur. Donc, comment vous allez le corriger? C'est la question qui va se poser sur ce second point. Alors, principalement, le plan. Mettez-vous à la place d'un correcteur. Il va avoir une centaine de copies à corriger, une cinquantaine, enfin tout dépend des IEJ. Le correcteur va devoir avoir une méthode
de correction. Et le moyen le plus fiable pour savoir si une note de synthèse est correcte, c'est d'abord d'évaluer le plan et l'introduction. Alors, je vais revenir sur ces deux éléments. D'abord l'introduction. Une introduction qui, en réalité, est très formatée, j'y reviendrai, mais une introduction qui va permettre de plonger directement dans le dossier. C'est pas très très long une introduction de note de synthèse, c'est on va dire aux alentours d'une dizaine de lignes. Après vous avez des IEJ qui ont des exigences qui sont un petit peu éparses, mais globalement retenez une dizaine de lignes. Une dizaine de lignes qui vont me plonger vers l'enjeu du dossier et l'annonce de plan. Donc si cette introduction est assez bien rédigée, très vite je comprends les enjeux. Ensuite, deuxième chose, le plan. Sur un plan, je vais voir si, d'abord, il est cohérent. Autrement dit, si je ne traite pas de la réforme tout de suite, admettons qu'on ait un plan évolutif, je commence par la réforme et après je parle des causes. Ça n'a aucun sens. D'abord, je parle des causes et ensuite, je montre l'évolution sur une réforme. Voilà, sur un plan évolutif. Je ne commence pas par les conséquences pour ensuite envisager les causes. Mais, sachez-le, dans le temps qui est imparti pour la note de synthèse, ça je vous rappelle c'est 5 heures, on y reviendra aussi, dans ce temps imparti, il se peut que des choses aussi simples, eh bien, on les oublie. Parce que, dans la panique, on n'y a pas fait attention, etc. Eh bien, on a un plan qui retrouve bien les deux grands axes, mais l'articulation n'est pas suffisamment pensée. Donc, première chose, c'est l'articulation du plan. Et je me suis planté, voilà. C'est la cohérence du plan, son articulation, faire en sorte que celle-ci soit fluide. Donc, principe, exception, cause, conséquence, bon, bref, vous avez énormément de plans qui se répondent, mais qui se répondent toujours de manière logique. Ensuite, le plan doit être explicite, c'est-à-dire que ce plan, il est composé de deux parties de sous-parties, j'y reviendrai aussi, deux parties de sous-parties titrées, et ces titres doivent exprimer le contenu de la partie. Alors, exprimer le contenu de la partie, vous ne pouvez pas vous contenter de titres du type « le cadre juridique ». Point. Un titre aussi plat n'informe pas sur le contenu. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but d'une note de synthèse, c'est d'informer votre interlocuteur. Si jamais vous avez un titre aussi plat, je n'ai aucune information. En revanche, si chacun de mes titres oriente le sujet, eh bien, cette fois-ci, je peux, à la simple lecture des titres, que je lis les uns à la suite des autres, eh bien, je peux comprendre où va le dossier, quelle est l'idée générale du dossier. Alors, l'écueil, c'est le suivant, c'est que les étudiants se disent, bon, après tout, une note de synthèse, il faut être synthétique. Je vous l'accorde. Mais être synthétique, ça ne veut pas dire, pardon, je vais y arriver, ça ne veut pas dire être superficiel. Bien au contraire, vous devez aller et cibler l'information précise et pas rester en surface. C'est pareil pour les titres. Les titres doivent être à la fois précis, mais je vous l'accorde, ils doivent être aussi concis. Alors là aussi, je vous donnerai en cours, il y a plein de petites méthodes pour pouvoir faire des bons titres, et le tout, c'est d'y aller progressivement. C'est de quoi je parle, et que se passe-t-il? C'est les deux questions à se poser. De quoi je parle dans cette partie? Quel est l'objet de la partie? Et ensuite, colorer un petit peu cet objet en essayant de dynamiser ou alors qualifier le contenu de cette partie. Bien. Donc, voilà quelles sont les qualités d'un plan de note de synthèse et qui vont permettre à votre correcteur déjà de vous préévaluer. Donc ça, c'est une chose assez importante, c'est que quand je suis dans ma méthode de correction en tant que correcteur, eh bien, je me dis, bon, je lis l'introduction, je vous ai dit qu'elle devait avoir certaines qualités, et je regarde le plan, et je m'aperçois que ce plan, eh bien, il est relativement clair. Il montre un dynamisme, une idée générale. Dès lors, inconsciemment, je suis obligé de vous prénoter. Je dis, j'ai a priori affaire à une bonne copie. A priori. Bien évidemment, cette note qui va être
provisoire sur le plan, eh bien, va s'ajuster ensuite avec ce que vous avez pu mettre dans le dossier, enfin dans votre note plutôt. Est-ce que vous avez cité tous les documents, enfin donc toutes les grandes règles de la note de synthèse? Est-ce que vous avez cité tous les documents? Est-ce que votre style est correct? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, bien évidemment? Est-ce que les idées que vous avez mises dans chacune des parties sont bien hiérarchisées? Et tous ces éléments vont parfaire la note. Ou au contraire, donc cette prénote dont je vous ai parlé, le plan, a priori c'est un bon plan, les titres sont corrects, il est articulé, très bien, a priori ça vaut 14. En lisant le contenu, je dois pouvoir déterminer si ce 14, je le maximise vers un 15-16, pourquoi pas un 17, ou au contraire, je vais le minimiser en disant, non, toutes les informations ne sont pas très très claires, certaines sont mal comprises, etc. L'orthographe est à revoir, le style... Voilà, autant d'arguments qui vont me permettre de descendre du 14 et éventuellement aller vers un 9 ou un 8. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le plan, c'est la base de votre notation. Et il faut en priorité travailler sur le plan. D'ailleurs, c'est la manière dont l'enseignement de la méthode se fait, en tout cas en ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'on essaye d'abord de dégager de manière assez certaine les structures de chacun des dossiers, et ensuite on travaille l'articulation des idées pour enfin travailler la forme. Et ces trois phases de travail nous amènent systématiquement à des étudiants qui maîtrisent un dossier, qui maîtrisent l'exercice, et dont les notations, on va dire dans une très grande majorité, sont plutôt satisfaisantes. Bon, passons. Ensuite, eh bien, pour la notation, revenons à la notation. Cette fois-ci, je vais vous parler de la notation au niveau national. Alors, de quoi s'agit-il? Ce n'est qu'une... comment on appelle ça? Ce n'est qu'une proposition que fait la commission du CRFPA quant à la notation. C'est-à-dire que il y a un barème national, et ce barème national, il reste assez large, assez flou. Mais globalement, ce qu'exige le rédacteur de la note dans la commission, pardon, le rédacteur du dossier de la commission, il exige que l'étudiant retrouve certains thèmes du dossier. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de plan imposé dans les IEJ, il y a en revanche, des choses attendues. Et quand on regarde les consignes de correction, eh bien, on va dire, dans ce dossier, il faudrait voir, par exemple, je prends les lanceurs d'alerte et l'argent, par exemple, et il va falloir voir qu'il faut traiter de la rémunération. Si l'étudiant a bien cadré la rémunération qui concerne tel et tel document, et qu'il a donné telle et telle information, eh bien, on mettra 4 points ou 5 points. Ensuite, il faudra qu'il détermine un thème sur la notion de lanceur d'alerte. S'il a bien vu cette notion de lanceur d'alerte, etc., ça fera tant de points. Bien. Donc, les 3-4 thèmes qui sont proposés, globalement, c'est noté sur 16, 17, voilà. Et il y a une marge de 3-4 points qui concerne bien sûr la forme. Mais, il ne faut pas se contenter de cela, parce qu'en réalité, dans les IEJ, les correcteurs sont très très libres. Alors, soyons très clairs, il y a peu de chances que, pour la note de synthèse en tout cas, les correcteurs refassent le dossier. Donc, c'est pratique, la commission donne un dossier, on lui donne également un corrigé, il n'y a qu'à le suivre. Bon, et encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'agir comme ça en tant que correcteur dans un IEJ, alors qu'effectivement, en obligation, vous allez donner un sujet avec un corrigé, vous allez avoir affaire à des spécialistes dans les IEJ qui peuvent éventuellement contester le corrigé. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'en obligation, le corrigé peut, en obligation dans les autres matières d'ailleurs, le corrigé peut laisser une certaine marge de manœuvre qui va être poussée. En note de synthèse, c'est un peu plus douteux, c'est-à-dire que le corrigé va être globalement suivi. Au passage, les notes de synthèse ainsi que les corrigés qui ont été proposés dans les IEJ sont assez bien faites.
Ce pas des notes qui sont faites de manière aléatoire, elles sont méthodiques. Ensuite, alors, non, je me suis trompé. Venons-en à l'exercice plus particulièrement. Alors, cet exercice de notes de synthèse, de quoi s'agit-il? Il faut une introduction, un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Tout ça doit tenir dans 4 pages, et je vais revenir sur ce point, et sans conclusion. Alors, une introduction courte. Une introduction courte, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une dizaine de lignes. Alors, qu'est-ce qu'on met en 10 lignes? C'est l'inverse d'une dissertation. Dans une dissertation, vous allez avoir un ciblage du sujet dans l'introduction qui est fondamental. Ce qui fait que votre introduction peut être relativement longue, ce n'est pas un problème. Il faut bien cibler le sujet pour pouvoir être sûr de bien le traiter. Ce n'est pas la vocation d'une note de synthèse. Au contraire, celle-ci est une impulsion. L'introduction de la note de synthèse doit plonger très rapidement, je vous l'ai dit tout à l'heure, doit plonger très rapidement le lecteur dans le sujet. Autrement dit, amener, comme je l'ai dit, de manière impulsive, au plan. Alors, 4 étapes. 4 étapes de la note. Alors, après, ça dépend. Si vous avez des IEJ où on demande des introductions très très courtes, eh bien, on enlèvera la première phrase d'accroche. Mais la plupart du temps, une note de synthèse, c'est... Enfin, l'introduction de la note de synthèse, c'est une accroche, une définition. Ces 2 éléments sont titrés, pardon, je dis n'importe quoi, pas titrés, sont référencés, c'est ça que je voulais dire, sont référencés, c'est-à-dire qu'il y a un document afférent à l'accroche, un document afférent à la définition, une phrase d'enjeu, celle-ci n'est pas référencée. Cette phrase d'enjeu, c'est un petit peu, c'est peut-être une des seules phrases avec l'annonce de plan qui vous appartient. C'est cette phrase qui prend suffisamment de recul sur le dossier pour dire voilà ce qui se passe dans ce dossier. Il y a une évolution, il y a une contestation, il y a la création d'une nouvelle notion, etc., etc. Voilà. Donc cette troisième phrase doit être relativement courte, hein, pas la peine de l'expliciter, mais elle dit clairement la dynamique générale du mouvement. C'est ça l'enjeu. Et enfin, une phrase d'annonce de plan. Voilà, ça fait 4 phrases. Ça peut tenir entre, allez, on va dire entre 6 et 15 lignes. La plupart du temps, c'est une dizaine de lignes. Ensuite, un plan binaire. Alors, un plan binaire, les étudiants en droit le connaissent très très bien. C'est un plan en 2 parties, 2 sous-parties, bien sûr titré. Il faut qu'il y ait des chapeaux qui vont présenter sous les grands 1 les A et les B. Et quant aux transitions, alors, la transition en note de synthèse, elle est nécessaire entre le 1B et le 2, c'est-à-dire passer de l'idée générale du grand 1 au grand 2. Souvent, vous faites c'est la déformation de la dissertation, souvent vous faites des transitions entre les A et les B, alors sauf IEJ contradictoire, elles ne sont pas nécessaires, ces transitions A et B, parce qu'elles vous font perdre de la place pour pas grand-chose. La transition A et B, elle est là pour plonger du A dans le B. On est d'accord. Sauf que ça a déjà été le travail du chapeau. Et comme la note de synthèse, contrairement à la dissertation, est beaucoup plus courte, la transition n'est pas nécessaire parce qu'on a déjà à l'esprit l'articulation A et B du chapeau. Donc voilà la raison pour laquelle on va éviter cette phrase de transition. Et surtout, plus vous avez de phrases, entre guillemets, inutiles, eh bien, moins vous avez d'informations. Ce qui m'amène à la troisième condition de forme, c'est 4 pages stricto sensu. Alors, vous vous astreignez à faire une copie double. Sauf qu'une copie double, ce n'est pas 4 pages. La raison est assez simple. Alors, sauf, encore une fois, parce que tous les IEJ n'ont pas le même format de copie. Si vous avez un format de copie double avec une demi-page de présentation, cette demi-page de présentation peut être répartie sur une 5e page, ou du moins la moitié de page d'une 5e page. Je ne sais pas si j'étais très clair là, je vais te la refaire. Autrement dit, une copie double,
et un demi recto. En revanche, bien sûr, si la présentation se fait en 2 lignes au-dessus de la copie double, eh bien dans ce cas-là, 4 pages, ce sera quasiment, c'est la copie double. C'est la copie double. Alors 4 pages, est-ce que c'est grave si on fait plus? Première question. Est-ce que c'est grave si on fait moins? Deuxième question. Alors, première question, est-ce que c'est grave si on fait plus? Oui, oui. On vous demande d'être synthétique, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel. Et si vous vous laissez la liberté de dépasser le cadre des 4 pages, eh bien c'est que vous vous laissez la liberté de parler de tout et n'importe quoi. Donc, c'est que vous n'allez pas à l'essentiel. Si vous dépassez les 4 pages, donc la copie double et un demi-recto, eh bien, plusieurs solutions sont envisageables. La première, c'est qu'on ne lise pas ce qu'il y a après. Voilà, le correcteur va dire, le travail s'arrête à 4 pages. Donc, ce que vous avez écrit après, c'est nul et non avenu. Ce qui veut dire, et on se replonge dans un autre problème, que certains documents que vous n'avez pas cités avant ne seront pas pris en compte. Donc, vous avez 2 défauts. Le premier, c'est que vous avez fait une note de synthèse trop longue. Et le second, c'est que vous n'avez pas cité tous les documents, même si vous les avez cités. Et comme ils interviennent après, on considérera que ça n'existe pas. Deuxième possibilité, vous allez avoir des correcteurs qui vont dire le job n'est pas fait, vous devez faire 4 pages. Si vous allez au-delà, c'est nécessairement en dessous de la moyenne. Et puis d'autres vont avoir un barème, c'est au-dessus, et je dirais que c'est peut-être la chose la plus gentille, parce que ça vous laisse encore la possibilité d'avoir la moyenne. C'est au-dessus, j'enlève 2 points. Si ça valait 12, bah vous aurez 10. Bien. Donc, c'est une question importante, ne pas dépasser les 4 pages. Maintenant, la question est, oui, mais si je ne fais que 3 pages? Alors, je parle bien de 3 pages terminées, avec un plan en 2 parties, 2 sous-parties, et vous l'avez achevé. Bien, ça va avoir le même effet. C'est une présomption que vous laissez à votre correcteur. Moi, je prends une copie de synthèse et je m'aperçois que la dernière page de la copie double est vierge, donc bon, ça fait 2 pages et demie de notes de synthèse. La présomption, c'est que vous n'avez pas utilisé suffisamment tous les documents. Donc que vous êtes resté très superficiel. Ensuite, dernière chose, pas de conclusion. Pas de conclusion dans une note de synthèse. Elle ne sert à rien. Bon, ça, vous y êtes assez habitué dans les dissertations juridiques. On n'y met pas de conclusion. Ce qui nous amène au dossier de notes de synthèse. Alors, je vous parlerai d'abord des dossiers qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, de 2017, 2018, 2019, et puis des cas particuliers. Alors, les dossiers des épreuves 2017, 2018, 2019, je les classerai voilà. Je les classerai dans la première catégorie des dossiers. C'est les dossiers équilibrés. Et effectivement, lorsque vous regarderez ces dossiers, eh bien, vous verrez que, je crois qu'ils sont disponibles, alors ils sont disponibles sur le site du CNB, mais vous pouvez les avoir assez facilement. Dossier équilibré, pourquoi? Parce qu'il comporte un nombre de types de documents relativement équivalents. On va avoir un peu de doctrine, un petit peu de jurisprudence, un petit peu de législation et un petit peu de presse. Très bien. Et effectivement, 2017, pour les lanceurs d'alerte, c'est le cas. 2019 aussi. En revanche, 2018, concernant le règlement général, enfin, consentir à la protection de ces données, il n'y avait pas de jurisprudence. Bon, ça fonctionne très bien sans jurisprudence. Mais ces dossiers équilibrés sont assez appréciés parce qu'ils permettent de changer de type de document. Et il permet aussi d'avoir des types d'informations différemment exposées. On pourrait très bien avoir la même information dans un article de doctrine, avec bien sûr toute la technicité que cela implique, et la même information qui va être reprise dans un article de presse. Beaucoup moins technique, mais beaucoup plus synthétique pour le coup. C'est la même information. Donc voilà pourquoi les dossiers équilibrés sont finalement plus appréciables pour les étudiants, et je le comprends. Mais, on peut s'amuser.
enfin, le concepteur de la note peut s'amuser avec le dossier. On peut avoir des dossiers qui soient exclusivement jurisprudentiels. Alors quand je dis exclusivement jurisprudentiel, faut relativiser. Il y a rarement eu, ou quasiment jamais eu, de dossiers qui étaient à 100% jurisprudentiels, mais on va dire à 90%. Donc que de la jurisprudence. Là aussi, ça peut être assez anxiogène parce que la jurisprudence, que ce soit les arrêts de la Cour de cassation, les arrêts du Conseil d'État, ou même ou les décisions du Conseil constitutionnel, eh bien, c'est un langage un petit peu technique, parfois un petit peu lourd, et dont la compréhension parfois peut être assez incertaine pour les étudiants, surtout que certains arrêts, leurs différences sont parfois assez subtiles. Donc on peut avoir un petit peu peur de ces dossiers jurisprudentiels. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Il y a une méthode pour traiter des dossiers purement jurisprudentiels. Il y a une façon de classer les arrêts, enfin il y a plusieurs façons de classer les arrêts d'ailleurs. Il y a leur date, évidemment. Il y a les juridictions qui en traitent, et aussi il y a les visas sur lesquels les arrêts se fondent. Si on regarde bien, je ne vais pas épiloguer sur ce type de dossier, c'est l'objet d'un cours spécifique, mais si l'on regarde bien les différents arrêts, il y a toujours un moyen très très objectif de les classer. Donc, pas de panique, s'il y a un dossier jurisprudentiel, il y a toujours un moyen de faire sa note. Les dossiers doctrinaux, c'est les plus lourds. Ah oui, puisqu'on va voir beaucoup d'informations et de l'information technique. Donc ces dossiers doctrinaux, il faut pareil savoir prendre du recul sur ces dossiers. Je vais vous en donner quelques éléments, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Éviter de rentrer dans la précision immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est, de manière générale, où va chacun des auteurs. Je m'explique. On va traiter d'un sujet, souvent le sujet de la note de synthèse, espérons, et on va voir très vite, à la lecture des titres, si on a un auteur qui est plutôt pour, qui est plutôt contre, il apporte une critique, voilà. Et c'est aussi une façon de pouvoir classer ces documents. Vous avez aussi des auteurs qui vont pouvoir écrire de manière très très objective en faisant l'état du droit, l'état d'une réforme, l'état d'une loi, etc. Ou ce que dit la nouvelle jurisprudence. Point. Voilà. Donc c'est pareil, il y a des moyens pour déterminer dans chacun des documents, savoir quelle est l'orientation du document. Et enfin, alors, ce qu'on appelle les dossiers de presse, mais en fait il y a un dossier presse, où vous n'avez que de la presse. Pas grand-chose à en dire. C'est un peu comme les dossiers doctrinaux, sauf que c'est beaucoup plus facile à lire. Beaucoup plus facile à lire. Et pareil, ils se classent la plupart du temps de manière thématique. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir de quoi parlent exactement ces dossiers de presse, et on les regroupe en fonction de leurs intentions. Alors, sixième point donc, que je voulais aborder, c'est le contenu des dossiers. Le contenu des dossiers. Alors, là aussi, je vais revenir sur le CRFPA au niveau national. Le contenu, donc la longueur du dossier. Le texte dit une trentaine de pages, 30 pages, sans que cela soit impératif. Bon, à la lecture et à l'interprétation du texte, ça veut dire 30 pages a priori, mais le concepteur peut se faire plaisir au-dessus et en deçà. Donc, on ne se focalise pas sur un nombre de pages particulier. Alors, l'expérience de ces 3 dernières années a montré que les dossiers faisaient effectivement une trentaine de pages, entre 30 et 33, je crois. Bref, on est dans les eaux. Et il n'y a pas de quoi se perdre. Mais n'oubliez pas que sans que ce soit impératif, sans que cela soit impératif, laisse la possibilité et l'ouverture que on ait une surprise. Alors c'est la raison pour laquelle, ici au CFJ, en ce qui me concerne en tout cas, je ne formate pas sur 30 pages systématiquement. Alors je ne fais pas moins parce que ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai plutôt tendance à faire plus parce que d'une part, c'est possible que vous ayez des dossiers plus longs, et d'autre part, la bonne surprise pour les étudiants qui se sont entraînés sur des dossiers de 35, 40, parfois 45 pages, eh bien, c'est que quand ils arrivent à l'examen, c'est
tellement plus facile. Bon, parfois même, ils finissent par douter tellement c'est facile. Non, j'exagère. En tout cas, la lecture a été facile. Voilà pour ce qui est de la longueur de ces notes. Bon, trentaine de pages, c'est ce qu'on retiendra, en tout cas jusqu'à présent. Ensuite, dans ce dossier, nous allons avoir une vingtaine de documents. Là, pareil, c'est quelque chose d'assez classique depuis 2017. Donc, depuis 2017, les 3 notes dont je vous ai parlé tournent entre 17 et 21 documents. 17 et 21 documents. Alors, c'est plutôt une bonne chose, parce que souvent on dit, ah, ça fait beaucoup de documents. Ben oui, mais sur 30 pages, plus vous avez de documents, ben, plus cela signifie que les documents sont courts. Si vous avez 30 pages avec seulement 5 documents, ça veut dire que vous avez des documents très longs. Plus ils sont longs, plus ils sont difficiles à comprendre, et plus il est difficile d'en connaître la moelle de ces documents. Donc c'est plutôt une bonne chose. 17 documents, 20 documents sur 30 pages, bah, ça fait des documents d'une page et quelque chose, une page, 33 par document. Donc des documents qui sont plus simples à comprendre, en réalité. Et parmi ces documents, alors moi c'est mon classement, hein, mais après chacun fait comme il veut, moi je distingue deux types de documents, des documents dits subjectifs et des documents objectifs. Et puis la presse. Mais alors la presse, on peut la mettre aussi dans les documents subjectifs, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est important de bien les séparer. Les documents subjectifs, c'est ceux qui contextualisent les choses, c'est ceux qui vont donner une opinion, c'est ceux qui vont apporter quelque chose. Ces documents subjectifs, eh bien, principalement, il s'agit de la doctrine, bien évidemment. La doctrine, par définition, va donner son avis sur le sujet du dossier. Ça peut être des rapports parlementaires, ça peut être un rapport du Sénat, un rapport de l'Assemblée nationale, une étude d'impact du gouvernement, ça peut être plein de choses, hein, ces documents subjectifs. La presse aussi, quelque part, est subjective. Je l'ai mis à part, mais bon, on pourrait y ranger la presse, sauf que je la sors de là parce qu'elle est moins technique. Bon. Voilà ce que sont les documents subjectifs, bon, qui font appel à la subjectivité de l'auteur, tout simplement. À côté de ça, on aura les documents objectifs. Ces documents objectifs, eux, eh bien, ils ont pour vocation pas grand-chose, si ce n'est que donner l'état du droit. Et vous comprenez bien que parmi ces documents objectifs, on aura les dispositions législatives, conventionnelles, réglementaires, voilà, le droit, ou encore la jurisprudence, hors contexte, qui ne donne pas un avis, qui tranche. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, les dossiers, la plupart du temps, soit ils sont hétérogènes, il y a un petit peu de tout, soit au contraire, ils sont spécifiques. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de dossier trop spécifique. 7e point, ce qui va vous concerner cette année, la formation à la note de synthèse. La formation à la note de synthèse. Alors, ce que je vais vous dire, ce sont des choses un petit peu générales, mais qu'il faut bien avoir en tête. On va vous présenter, que ce soit moi, que ce soit d'autres professeurs, de manière générale, on va vous présenter des méthodes de notes de synthèse. Il y en a pléthore. Enfin, pléthore. Il y en a beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que ces notes de synthèse, ces méthodes de notes de synthèse, elles sont, on va dire, elles sont propres, souvent, à votre professeur. Et ce qui se produit parfois, dans certaines structures, on vous propose 1, 2, 3, 4, 5 méthodes de notes de synthèse, et ce, tout au long de votre préparation. Le problème, c'est que vous risquez plus de vous perdre avec autant de méthodes, plutôt que de trouver votre méthode. C'est ça l'idée de trouver sa méthode. Alors, bon, moi ce que je fais, c'est que j'expose dans un premier cours l'ensemble des méthodes qui m'intéressent. Quand je dis qui m'intéressent, que je trouve efficaces. Il y en a 2 principales, et une 3e que j'enseigne quand même parce que on ne sait jamais, encore une fois, je m'adresse à un public qui est assez large, donc il faut que tout le monde y trouve son compte. Et ce qu'il y a, c'est que, et à mon avis, il faut les donner le plus tôt possible pour que cette recherche de la méthode de synthèse,
quand je dis là, c'est pas celle qui est absolue, c'est celle qui vous convient, au contraire, celle qui est relative, interviennent le plus vite possible. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la méthode, ce qu'il faut, c'est se dégager d'une idée, de cette petite voix qu'il y a dans vos têtes qui dit systématiquement « mais si j'ai raté une information importante ». Pourquoi ? Parce que le problème des étudiants, quand ils passent de la dissertation ou du commentaire d'arrêt ou du commentaire de texte dont ils ont l'habitude à la note de synthèse, ils demeurent dans cette idée de l'exhaustivité, du détail, de la précision, de la rigueur. On est juriste, et c'est la raison pour laquelle on raisonne de cette manière-là. Mais la note de synthèse, elle nous donne une autre optique. Ce n'est pas un exercice moins intelligent, c'est je dirais peut-être même presque au contraire, mais c'est un exercice qui demande un petit peu plus de globalité. Et quelles que soient les méthodes, la première chose à faire quand on a une note de synthèse, c'est prendre du recul. Je vous le montrerai tout à l'heure sur un exemple, mais ce recul, il est nécessaire parce que c'est celui qui nous évite de nous perdre. C'est un plan de bataille, c'est des grandes directions, des grandes orientations qu'il faut envisager dès le départ, qui sont visibles dès le départ, mais que si on n'y fait pas attention, si on se plonge immédiatement dans la spécificité de l'information, eh bien on oublie totalement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur des articulations évidentes, quand je vais commencer par les conséquences, et après je parlerai des causes. Pourquoi les étudiants font ça? C'est pas tellement que c'est une erreur, c'est que dans la précipitation, les conséquences, c'est-à-dire ce qui en résulte, est pour eux ce qu'il y a de plus important, donc ils le mettent en avant dans le grand 1, en oubliant que le grand 2, eh bien, c'était les causes qui les précédaient. C'est dommage. C'est dommage parce que ça crée un plan complètement incohérent. Alors que si j'ai pris dès le départ un peu de recul, eh bien, je vois un peu comment s'articulent les choses. Je ne comprends pas tout, parce que je n'ai pas lu le dossier, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai pris suffisamment de recul pour dire « Ah, il y a bien une articulation qui se fait dans ce sens-là ». On verra ça tout à l'heure. Donc, première chose, apprendre du recul. Et ce recul va nous permettre, dans un premier temps, à trouver les structures. C'est la manière, à mon avis, bon, encore une fois, ça n'est que mon avis, la manière d'apprendre progressivement la note de synthèse, avoir ce recul qui nous permet de trouver la structure, le plan. Voilà. Sachant que, pensez bien que dans un dossier, il y a un plan le plus efficace. Les autres, il peut y en avoir peut-être un autre alternatif, mais les autres, en principe, dénaturent le dossier. Et c'est logique. Votre dossier, c'est un amalgame de documents, pris de manière complètement, enfin, pas aléatoire, mais pas aléatoire, il traite du sujet quand même. Mais c'est un amalgame de documents. Ce que vous devez faire, c'est retranscrire cet amalgame selon des proportions totalement objectives. Bon, et on verra ça tout à l'heure. Une fois qu'on a trouvé cette structure d'idées, de parties, de sous-parties, eh bien, la deuxième étape de progression, c'est le classement logique des informations. C'est-à-dire que, à l'intérieur de chacune des parties, vous ne pouvez pas faire un catalogue d'informations non liées. Il faut les hiérarchiser de telle manière à ce que la lecture soit fluide, de telle manière à ce que votre lecteur passe d'une information à une autre de manière tout à fait naturelle presque. Après vous avoir exposé les principes, par exemple, que j'illustrerai de telle manière, sachez qu'il existe des exceptions qui peuvent elles-mêmes s'illustrer de telle manière. Voilà, un exemple tout bête. Et enfin, troisième étape de votre travail d'apprentissage de cet exercice, c'est pas le travail le plus simple, c'est peut-être même le plus compliqué, c'est la rédaction synthétique. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de se débarrasser de, alors j'allais dire des démons, c'est pas le mot parce que ça fait un peu péjoratif, mais de se débarrasser de cette habitude qu'on prend d'écrire de manière pléthorique. Faire des phrases qui servent à rien, des phrases, si ce n'est qu'à présenter des idées, qui n'apportent pas d'informations, des phrases qui se répètent, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. Enfin, souvent, on dit, dans une note de synthèse, on ne met pas en d'autres termes, autrement dit, c'est-à-dire. Ben, pourquoi? Ben, parce que si je dis en d'autres termes, ça veut dire que je l'ai déjà dit, mais que comme je l'ai mal dit, eh bien, je le redis. Non, c'est pas recommandé.
Et c'est pas synthétique surtout. Alors, les phrases de présentation, en dissertation, elles ne posent aucun problème. Au contraire, elles sont là pour pouvoir agrémenter un petit peu le discours, pour dire attention, je vais vous présenter mes idées. C'est plutôt une bonne chose. Mais en synthèse, on va les substituer par, par des adverbes, par des. Au lieu de dire cette idée présente deux autres idées, point. D'une part, ceci, d'autre part, cela. Bon, c'est peut-être un petit peu plus martial, je vous l'accorde, mais ça a le mérite d'être extrêmement clair. Et puis ça nous permet de rentrer dans nos 4 pages. Voilà. Donc la rédaction synthétique, c'est ce que je travaille en dernier avec mes étudiants, parce que c'est peut-être ce qui est le plus dur à obtenir, et peut-être aussi parce que c'est la chose qui se travaille au fur et à mesure. Et puis aussi, parce que comme je vous l'ai dit, la première chose à obtenir pour que la note soit à peu près correcte, c'est une structure de plan qui corresponde au dossier. Donc, la structure, le plan, globalement. L'articulation des idées à l'intérieur de chaque plan, de chaque partie, structuré, fluidifié. Et enfin, le style synthétique. Autre élément de la confection de la note, l'ennemi public numéro 1 de l'étudiant en synthèse, le temps. Le temps, alors c'est déjà un problème dans les autres matières, mais en note de synthèse, c'est un problème encore plus important, puisque vous avez 5 heures. Alors 5 heures dans l'absolu pour un examen, c'est quand même assez confortable, sauf que dans ces 5 heures, vous devez lire ce fameux dossier de 30 pages, enfin d'une trentaine de pages. Et plus que le lire, vous devez l'annoter, vous devez en retirer des idées. Bien. Ensuite, faire votre plan. Ce qui veut dire que ce temps doit être particulièrement découpé. Découpé de la manière suivante. Alors, je vous ai fait un camembert ici, j'ai essayé de maîtriser la technique du camembert, je ne suis pas sûr que ce soit réussi, mais enfin bon, vous me direz. Le temps qu'on vous propose, c'est, pour ces 5 heures, une analyse. Alors j'ai mis 7%, mais je crois que c'est le camembert qui l'a fait automatiquement, mais qui fait 20 minutes, globalement. Une analyse qui doit faire une vingtaine de minutes. Analyse, c'est cette fameuse période pendant laquelle je prends du recul. Je prends du recul. Je regarde le dossier, je vois comment il est fait, quelles idées, forces je peux trouver, etc., etc. Ensuite, une deuxième période qui est une période de 2 heures pendant lesquelles je vais lire, c'est le plus pénible, je vais lire et prendre des notes. Alors après, ça dépend, vous pouvez avoir des sujets qui sont très très intéressants. Attention, méfiez-vous des sujets intéressants, parce que comme ils vous intéressent, vous relevez toute information de manière subjective. J'y reviendrai. Donc, 2 heures, 2 heures, prise de notes, lecture, prise de notes. Je vais prendre une trentaine de minutes, donc j'ai mis 10%, mais bon, ça fait une trentaine de minutes pour pouvoir faire mon plan. Une fois que j'ai toutes mes notes, je les organise sous forme de plan. Et une fois que j'ai mon plan relativement détaillé, eh bien, je me laisse 2 heures pour rédiger. Je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini parce que il y a ces 10 minutes, ça fait 3%, ces 10 minutes de relecture qui sont fondamentales. Pendant 5 heures, je vais y revenir aussi, pendant 5 heures, votre esprit va divaguer, votre esprit va être embrouillé, confus. C'est normal, vous allez avoir un flot d'informations qui vont parfois se recouper et se recroiser sans vous, et vous fatiguer tout simplement. Ce qui veut dire que votre rédaction risque d'être parfois confuse elle-même, vous risquez d'oublier des mots ou de répéter des mots, ça aussi je l'ai vu, vous risquez de faire des fautes d'orthographe, etc., etc. Autant d'éléments qui sont extrêmement mal vus. Alors, je parle en particulier des fautes d'orthographe. Quand je vois un mot qui se répète, je dis bon, c'est mignon parce que c'est très très rare. Mais les fautes d'orthographe, eh bien, donnent un petit peu l'idée de la qualité et de la rigueur que vous avez. Bon.
Donc, je n'insiste pas sur cette idée que les fautes, enfin, pas les fautes d'orthographe, en tout cas l'orthographe doit être particulièrement vérifiée. Et quand vous êtes dans ce travail de 5 heures, c'est pas forcément vous d'ailleurs qui êtes en cause. C'est tout simplement la fatigue et des erreurs, des, des erreurs d'inattention fatiguées, eh bien, elles se multiplient. Malheureusement, elles sont chèrement payées au moment de la correction. Donc cette période de relecture est extrêmement importante. On voit un peu le schéma. 20 minutes d'analyse, 2 heures de lecture prise de notes, 30 minutes de plan, 2 heures de rédaction. Allez, et on relit. Oui, mais. Oui, mais nous ne sommes pas des robots. Les dossiers sont parfois très très différents. Certains sont plus difficiles à lire que d'autres. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est pour ça que le temps est l'ennemi numéro un, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est ne pas finir sa note. Même si vous avez passé le temps nécessaire pour faire une très très bonne note, et que vous vous retrouvez à écrire votre grand 2B au moment où l'épreuve est terminée, c'est fini. Alors j'ai quand même eu quelques étudiants qui ont réussi, alors mais bon, je pense que c'est la qualité de leur note qui les a amenés là, j'espère en tout cas, mais quand même qui ont réussi à accrocher un 9 avec un 2B pas fini. C'est extrêmement rare. C'est-à-dire que le correcteur a quand même apprécié le fait que l'étudiant était méthodologiquement performant. Mais ne le tentez pas. Si votre note est un tant soit peu en dehors des clous, le 2B pas fini, c'est 4 ou 5. Donc, finir. Ce qui demande une maîtrise totale de ce temps. La maîtrise du temps, elle passe par, non pas par suivre ce schéma avec rigueur, elle passe par savoir quelles sont nos faiblesses et quelles sont nos forces. Et aussi savoir quelle est la période la plus importante. Bon, je vais vous le dire très clairement, la période la plus importante, c'est la rédaction. Alors ça n'engage que moi, vous aurez peut-être d'autres professeurs qui vous diront « Ah ben non, non, c'est l'analyse », d'autres vous diront c'est la lecture ». Très peu disent que c'est la relecture quand même si c'est quand même assez important. Alors, pourquoi c'est la rédaction? Eh bien parce que cette rédaction conditionne votre note de synthèse finie. Le reste, ça n'est que votre travail personnel, c'est votre brouillon. Le rendu, c'est la rédaction. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas se tromper. Bon. Je dirais qu'il vaut mieux une note de synthèse un peu moyenne, sur le fond, finie, qu'une bonne note de synthèse pas finie. Voilà. Bon, je parie. Ce qui veut dire que vous devez savoir combien de temps vous, personnellement, vous mettez à rédiger 4 pages dans une note de synthèse. Si jamais c'est 2 heures, eh bien vous suivez ce schéma les yeux fermés. Si c'est 2h30, il va falloir rogner sur la lecture prise de notes ou autre chose. Bien, voilà concernant cette difficulté principale qui est le temps. Voyons maintenant les différentes méthodes. Alors, moi je vous les propose pas toutes. Il y en a qui sont des méthodes un petit peu systématiques. Autrement dit, par exemple, ça arrive souvent dans les concours administratifs, la méthode SPRI. Voilà. Situation, problématique, résolution, information. SPRI. Alors, c'est une méthode qui part du principe que toute note de synthèse est évolutive. Quelle est la situation? Quel est le problème? Comment on trouve une solution? Et comment on la résout? Enfin, comment on trouve une solution, pardon, et comment on peut l'apprécier, c'est ça. Méthode systématique, pourquoi? Parce qu'elle part du principe que tous les dossiers sont faits de la même manière. Ce qui est vrai dans certains concours administratifs et où on vous demande d'exposer une situation et son évolution. Malheureusement, si vous appliquiez cette méthode dans les notes qui ont été faites jusqu'à présent, pas tout à fait adapté. Ça peut, mais pas systématique. Il faut être au plus près du dossier. Ensuite, vous avez toujours comme méthode systématique la méthode chronologique qui consiste à prendre tous les documents et à les classer dans l'ordre chronologique. Le problème, c'est qu'on est dans la même situation, ça fonctionne et c'est intéressant si vous avez une note évolutive. Si la note n'est pas évolutive, la chronologie n'apporte rien. La méthode sans prise de notes,
On peut en parler. Alors la méthode sans prise de notes, ça demande un jonglage avec énormément de dextérité, un jonglage de stabilo, de stabilo, pas de notes par définition. Et puis en fait, cette méthode sans prise de notes, elle nécessite un cerveau particulièrement branché. Donc j'insisterai pas sur la méthode sans prise de notes. J'en parle à des étudiants à qui ça intéresse, mais de manière très résiduelle parce qu'elle reste encore un peu casse-gueule de manière générale. En revanche, deux autres méthodes sont possibles. La méthode linéaire. Méthode linéaire qui consiste dans un classement objectif des informations en fonction de leur nature et de leur chronologie. Mais séparer nature et chronologie, c'est pas total. Alors ça peut paraître systématique, ça l'est d'ailleurs, mais ça a un avantage, c'est que cela permet à la fois d'avoir une meilleure compréhension, ça c'est la chronologie, et ça permet également d'avoir une meilleure lecture. Ça, c'est la nature des documents. Je m'explique. Si on regarde très objectivement le temps passé à faire une note de synthèse, je peux vous le dire, je dois faire à peu près une bonne vingtaine de notes de synthèse par an. Oui. Si on regarde la méthode de note de synthèse, enfin pardon, quand on fait une note de synthèse, et vous le saurez bientôt si vous ne le savez pas déjà, ce qui se produit, c'est que on a ce phénomène de décrépitude, c'est-à-dire qu'on part d'une forme quasiment olympique, parce qu'on s'est préparé à notre examen, et au bout de 2h30, quand on a fini la lecture, on est un petit peu sur les rotules. La méthode linéaire, elle permet justement de prendre en compte cette fatigue. Et du coup, c'est intéressant pour le temps. Je vais lire dans un premier temps les documents qui sont jugés les plus compliqués. La doctrine, par exemple, les plus techniques, tout simplement. Je lis la doctrine au départ, tant que je suis frais, tant que j'ai ma compréhension est au top. Et progressivement, je lis des documents de plus en plus faciles. Alors, une fois que j'ai lu la doctrine, très bien, je passe ensuite à la législation et puis à la jurisprudence. Et en plus, avec un peu de chance, et c'est très intéressant, la doctrine m'aura parlé de ces dispositions législatives, réglementaires, de cette jurisprudence, etc., etc. Ce qui veut dire que, bon, globalement, je n'ai plus besoin par la suite de relire ces documents, ils ont déjà été traités dans les documents de doctrine. Je vous rappelle encore une fois, on n'est pas là pour faire un commentaire. Fiez-vous au sens que le professeur, dans son article, va donner à telle doctrine ou à telle législation. Ensuite, je finis par les documents dits les plus simples, c'est-à-dire la presse. Effectivement, la presse, sauf cas extrêmement rare, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à lire, on en comprend très vite les grandes idées, et cette presse est lue à la fin de la lecture. Ce qui veut dire que, et c'est le cas de le dire, si jamais je suis en retard sur mon planning, sur le temps que je suis en train de maîtriser, eh bien, donc je suis pressé, il me reste la presse. Pas mal. Si je suis pressé, il me reste la presse. Il ne me reste que la presse. Bon, peu importe, je retrouvais une formule plus adéquate. Mais c'est l'idée. Autrement dit, des informations que je vais pouvoir retirer très rapidement. Enfin, dernière méthode dont je voulais vous parler, c'est la méthode thématique. La méthode thématique, là aussi, pareil, il s'agit de prendre un certain recul. Il s'agit de prendre un certain recul avec le dossier dès le départ, mais cette fois-ci, ça n'est pas un recul objectif que je vais avoir, je vais essayer de faire une pré-note de synthèse. En fait, je vais faire 2 notes de synthèse en 5 heures. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? L'intérêt est le suivant. C'est que la première note de synthèse que je vais faire, c'est le background, c'est-à-dire la structure générale du dossier. Qu'est-ce que le dossier m'apprend au premier abord? Et on va s'apercevoir que, souvent on dit, la bonne impression est souvent la meilleure, la première impression est souvent la meilleure, c'est un peu ça. Je vais prendre les éléments du dossier, très bien, et je vais, les éléments visibles du dossier, et je vais les organiser.
Ces éléments visibles du dossier, bah, ce sont les titres, ce sont les sous-titres, je les organise. Et une fois organisés, eh bien, j'essaie de découvrir s'il n'y a pas une préstructure du dossier. Et sur la base de cette préstructure, j'essaie d'établir un plan. Ensuite, je passe à la lecture des documents. Bon. Alors, ces méthodes étant exposées, je voulais vous... puis je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Une fois ces éléments étant exposés, je voulais vous parler de... Enfin, vous faire un exemple avec vous. Donc, j'ai ici une note de synthèse qui s'intitule La lutte contre le terrorisme, 16 documents, donc on est proche de ce qui peut être donné à l'examen. 16 documents, et puis c'est pareil, on va essayer d'analyser ensemble. On a le code pénal donc, de la législation, du Conseil constitutionnel, on en a plein, je crois, deux décisions du Conseil constitutionnel, un arrêt du Conseil d'État, un arrêt de la Chambre criminelle, donc on a une loi du 30 octobre 2017, donc de la législation et de la jurisprudence, et beaucoup de doctrines, et un tout petit peu, je crois, de presse. Document 5, on a Le Monde. Bon. Alors, c'est une note qui est assez hétérogène. Certes, on n'a pas beaucoup de presse, on fera 100 pour le coup. Ensuite, deuxième chose, je vais m'attacher aux dates. Et les dates, eh bien, elles sont extrêmement récentes. 2016, 2017, globalement. 2016-2017. J'essaye de voir si j'ai pas autre chose. Bon, après, il y a des documents qui ne sont pas datés, donc on fait comme s'ils n'existaient pas. Enfin, comme s'il n'y avait pas de date, plutôt 2016, 2018, ici. Ah, 2014, document 9. Voilà. Bon, autrement dit, une note qui est assez récente. Vous voyez qu'ici, la méthode chronologique, pas très adaptée. Là, je vais avoir beaucoup de... Globalement, ça va se... Je vais classer les documents entre ceux... Il y a 2014, très bien, j'en vais avoir un. Et après, 2017, 2018. Je ne vais pas faire un grand 1. Ce qui s'est passé en 2017, ce qui s'est passé en 2018, ça n'a pas de sens. C'est la même année, quasiment. Enfin, au 31 janvier 2017, il ne s'est pas produit un phénomène qui justifie la césure. Donc, la chronologie, ici, ça ne va pas. En revanche, ce que je peux faire, c'est ici un classement linéaire. Alors, le classement linéaire, c'est ça. J'ai mis toute la doctrine ici, et vous remarquez qu'il y a beaucoup de documents de doctrine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documents de doctrine, quasiment la moitié du dossier, et 2 documents normatifs, 4 documents jurisprudentiels, et un document de presse, c'était le document 5 de tout à l'heure. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, ça va être le gros de mon temps de lecture, très bien. Techniquement, j'espère en tout cas qu'une fois avoir lu ça, j'aurai un peu moins besoin de lire les textes normatifs et la jurisprudence, qui va me permettre de faire un bond. Et si je suis en théorie en retard sur mon planning, enfin sur mon temps décomposé, il me reste le document 5 que je vais essayer de lire le plus rapidement possible, comme c'est de la presse. Bon, voilà. Ça, c'est la méthode linéaire. Enfin, je voulais voir avec vous une dernière méthode, c'est la méthode thématique. Alors, méthode thématique qu'on va utiliser avec ce dossier. Alors, j'ai repris le dossier, là. Hop, voilà. Et cette fois-ci, sous la forme de notes de synthèse. Alors, bon, il va falloir que j'écrive. C'est pas toujours très heureux, parce que j'ai un problème avec le tableau. Mais bon, on verra. Je vais prendre document par document, et je vais essayer de les regrouper thématiquement. Code pénal, c'est le premier document. Je vais prendre un brouillon. Que me dit ce premier document? Il me parle tout simplement du système répressif. Par exemple, d'infraction, tout simplement. Alors je peux mettre infraction. Mince. Ah oui, si. Je mets la gomme, ça ne marche pas. Je vais mettre infraction. Ou répression. Et surtout,
je vais noter à côté le numéro de document. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est rassembler tous ces documents, puis voir s'ils créent des proportions suffisantes. Ensuite, deuxième document, Conseil constitutionnel, décision numéro 2016 QPC, la quadrature du net et autres. Surveillance et contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. J'ai le sujet là, je pourrais peut-être aller chercher dans le document si je veux. Alors si jamais j'ai un document sur la page de garde qui n'est pas très très clair, hop, je vais aller chercher si je ne vois pas quelque chose d'autre comme un type d'information. Mais là, on me parle d'une décision du Conseil qui touche la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. C'est le contrôle. On peut mettre éventuellement le contrôle préventif, pourquoi pas. On recherche de l'information, c'est ça l'idée. Hop, donc infraction RP1, contrôle, non, hop, je vais changer de couleur. Voilà. Et je vais mettre contrôle. Prévention. Voilà. J'essaye en fait de prendre ce document et de le classer. Voilà, je vais y arriver. Et de le classer dans une catégorie plus large. Alors, je n'invente pas forcément cette catégorie, c'est ce que me suggère le document a priori. Hop. Et c'est le document 2. Ensuite, je reviens sur mon document 3. Quels apports de la nouvelle loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme? Alors, on a une LSI en 2017. Alors, quels apports? On a une réforme, on pourrait mettre réforme. On va essayer de voir de quoi ça parle exactement. Hop. Donc, je reviens sur le document. La loi, machin. Non, c'est celle-là. Non, je suis sur le document 4. Forcément, je me trompe. Document 3. Quels apports? Voilà. Ici, on a un chapeau. Par ces nouveautés, la loi du 30 octobre 2017 pose les questions d'un possible bouleversement de nos libertés et notre conception de l'état de droit. Quels apports de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme? Bon, écoutez, c'est pas très compliqué. Je reviens donc sur mon canevas. Ici, on parle d'une nouvelle loi. Hop. Je vais mettre réforme. Si je veux préciser, je mets loi de 2017. En fait, c'est le principe des hashtags. Je ne peux pas le dire mieux. Réforme, hashtag loi 2017. Hashtag réforme, hashtag loi 2017. Oui, c'est une façon de le voir. C'est complètement ça. Loi 2017. Hop. Et si il y a une information, c'était qu'on misait dans le chapeau, c'est une forme de critique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préciser. Hop. Critique. Bon. Document 3. Je reviens sur ma page de garde. Document 4. La loi numéro, peu importe, 21 juillet 2016, prorogeant l'application de la loi du 3 avril 55 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Bon, mon sujet, c'est le traitement du terrorisme. Ici, on me parle de quelque chose de particulier, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà dit, c'est l'état d'urgence. Alors, j'aurais pu le mettre dans réforme, sauf que c'est pas la même. État d'urgence. Voilà, à peu près. État d'urgence, ce sera mon document 4. Hop, je continue, document 5. La Ligue des droits de l'homme attaque la loi post-état d'urgence. Le Monde, 15 novembre 2017. Alors, on a une loi en 2017, loi post-état d'urgence, on ne sait pas ce que c'est, donc on va essayer d'aller voir. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà. 4 questions prioritaires de consigne ont été disposées mercredi sur les principales mesures du texte inspiré du régime d'exception dont la France est sortie le 1er novembre donc 2017. En fait, on s'aperçoit qu'on fait référence à la loi du 30 octobre, c'est ici,
Donc, on est bien dans cette réforme. Document 5. Voilà. Poursuivons. Document 6. Droit pénal. Ah, voilà. Là, c'est typique, on a un document qui nous dit absolument rien. Donc, je suis obligé d'aller voir. Si je retrouve. D'accord. Voilà. Droit pénal, septembre 2016. La loi du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Ah, là, on est un peu plus dans la répression. Et on voit ici, grand 1, l'extension de l'arsenal pénal, la création de nouvelles incriminations. Donc c'est totalement ça. On va voir si le reste du plan nous confirme. Prévenir les actions terroristes. Volet lutte contre le trafic d'armes, régi par le Code de la sécurité intérieure. Durcissement des sanctions, c'est répressif. Renforcement de l'arsenal procédural, un renforcement considérable des moyens d'investigation. Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Un renforcement au détriment de l'instruction, et c'est tout. Alors, enfin, il y a plein de choses. Moi, j'y vois deux thèmes, en tout cas. Le premier, c'est les nouvelles infractions et les nouvelles sanctions. Donc, ce document 6, je vais le mettre également là. Et je vais le mettre aussi dans contrôle et prévention. C'était les éléments, et notamment concernant l'instruction, et les éléments de recherche, document 6. Ensuite, document 7. Fiche d'orientation, état d'urgence. Bon, alors là, je ne me pose pas plus de questions que ça. État d'urgence, document 7. Ça va là. Hop, hop. Document 8, Conseil d'État. Alors, là, c'est typique. J'ai un arrêt, je ne peux pas savoir de quoi il s'agit tant que je ne suis pas allé voir. Donc, on va aller voir. C'est le document 8. Alors, on pourrait le laisser de côté. Mais bon, on n'est pas comme ça. Document 8. Conseil d'État, référé, formation collégiale, tac, tac. Alors, est-ce que je lis l'arrêt? Non, bien sûr que non. Quoique, en vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955. De quoi s'agit-il? Alors, soit je le sais, bon, la loi du 3 avril 1955, au principe, ça vous remémore quelque chose, c'est l'état d'urgence. Si je ne sais pas, eh bien, je vais voir peut-être le dernier considérant. Hop. Donc, ça concerne l'assignation à résidence. Puis, ça concerne l'assignation à résidence. Dans le cadre de l'état d'urgence, quoi qu'il arrive. Donc, hop. État d'urgence. Document 8. Document 8. Et si je veux être un petit peu plus précis, pour avoir un canevas encore plus précis, eh bien dans ce cas-là, eh ben je mets juste en dessous, comme j'ai mis critique ici, je vais mettre assignation à résidence. Voilà, ça me permet d'avoir une structure encore plus précise. 8, c'est fait. 9. L'interdiction de sortie du territoire dans la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Alors là, enfin, on ne va pas aller chercher plus loin. L'interdiction du territoire, l'interdiction de sortie du territoire dans la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. C'est une mesure préventive. L'interdiction de sortir du territoire, ce n'est pas une répression. Donc je vais être obligé de le mettre là. C'est le 9 ? C'est le 9. 10. Nouveau projet de loi antiterroriste. Attention, danger. 17 juillet 2017. Le projet de loi, c'est donc celui dont on a parlé sur la réforme ici. Attention, danger, c'est évidemment une critique. Document 10. Reprenons. Document 11. Conseil constitutionnel. Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Tiens, ça nous rappelle la décision du Conseil d'État de tout à l'heure. Hop. Ce sera là. Ça va, c'est clair? Ça a l'air. 11, c'est fait. 12. La seconde mort constitutionnelle du délit de consultation habituelle de sites terroristes. Alors, de quoi on parle? On parle d'un délit.
Si on parle d'un délit, on est dans les infractions et les répressions. Document 12. Document 12. Poursuivons. 13. Cour de cassation, 7 octobre 2016. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vais aller voir. On va trouver. 11. 13. Alors, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Visa. Vu les articles 421-1, 421-2, 1, 421-6. C'est pas un jeu de dés, c'est les articles du Code pénal. Bon. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tout simplement les dispositions sur le terrorisme et les nouvelles dispositions sur le terrorisme dans le Code pénal. La répression, tout simplement. Puis même, après tout, j'ai vu Cour de cassation, chambre criminelle, est-ce que j'aurais pas pu m'en douter? Mais je veux être sûr de moi. Hop, ici, donc on avait ici le document 13. Document 13. Bon, jusqu'à présent, c'est pas trop mal. Ensuite, non, je fais n'importe quoi, c'est là. Voilà. Document 14. La loi du 30 octobre 2017, donc on a compris que c'était la réforme, renforçant la sécurité intérieure, liberté chérie, donc c'est de la doctrine, peu importe, mais ça concerne ici, document 13. Voilà, quelque chose comme ça. Suivant. 14. Non, j'ai fait. Non, c'était le document 14, je me suis trompé. Oui, là c'était le document 14. Attention, la gomme. Voilà. Ça c'est fait. Et là c'était le réforme document 14. Voilà. Ensuite, document 14, c'est fait. 15, la loi du 30 octobre 2007 renforçant la sécurité intérieure. Tac, tac, tac. Donc on est encore sur cette loi. Et j'en profite pour voir le document 16 comme ça c'est fait. Qu'est-ce que l'état d'urgence? Donc 15, c'est là. Et 16, c'est là. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on essaye de voir si les proportions sont bonnes. Alors, c'est pas très compliqué. Je compte. Infraction, répression, x 4. X 4. Pour un dossier qui fait 16 documents, c'est raisonnable. Contrôle prévention, x 3. C'est un peu léger, mais bon. On n'a pas encore lu le dossier, peut-être que d'autres documents vont nourrir cette partie. La réforme de 2017, par contre, elle, c'est sûr. 5 documents. Et l'état d'urgence, pareil, 5 documents. Voilà. Donc, c'est ça le recul dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a finalement 4 thèmes. Alors, 4 thèmes qui sont relativement bien, a priori, représentés. Donc, j'ai relevé dans le dossier quelque chose d'assez proportionné. Maintenant, la question, c'est de savoir comment je les articule. Ça, c'est une question de logique. Par quoi je commence? Par quoi je finis? Ça, pareil, ça fait partie des choses que l'on va travailler. Tous les éléments d'articulation, logique. Je ne vais pas les détailler ici, puisque nous finirions beaucoup plus tard, beaucoup trop tard peut-être. Donc, je m'arrêterai là. En tout cas, j'ai été très heureux de vous avoir exposé ces quelques éléments. J'espère que cela vous aura aidé, ou en tout cas décomplexé par rapport à l'exercice. C'était tout le but de mon intervention. Vous dire que ce n'est pas compliqué, c'est pas inatteignable. Ce n'est pas un exercice aléatoire non plus, contrairement à ce que beaucoup d'étudiants pensent. C'est un exercice qui demande juste une organisation particulière, après une méthode et sa maîtrise, et après tout roule. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Alors, a priori, j'ai pas eu de questions particulières.
Peut-être est-ce que j'ai été particulièrement clair, c'est possible. Et eh bien j'espère bientôt vous revoir pour que vous me revoyez. Je vous remercie.